bienvenue à tous. On va donc parler des jeunes et de la vape. Et pour ça, on a 4 superbes invités. Je suis très heureux de vous recevoir. Ça va ? Vous voulez une tasse de thé? Tout va bien? Ok. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vais vous laisser vous présenter, peut-être faire un tour de table. On va commencer par Alice, bien sûr, nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes content d'être là pour cette table ronde. Parce que manifestement, vous souriez, c'est que vous êtes content. Alice. Donc je m'appelle Alice Denoy, je suis tabacologue. J'ai aussi créé un site internet il y a 10 ans qui s'appelle le Déclic Anticlope. Dans l'idée de moi-même ayant arrêté de fumer, de pouvoir prêcher la bonne parole et aider des fumeurs à se libérer du tabac. Et j'ai fait une formation pour être tabacologue, enfin la formation. Et voilà, et maintenant c'est ce que je fais. J'interviens beaucoup en entreprise et en individuel à mon cabinet. Voilà. Et vous intervenez aussi auprès des jeunes dans les écoles? Et j'interviens aussi dans les écoles, ouais. D'accord, ok. Et ça va particulièrement nous intéresser. Je reviendrai vers vous dans un instant pour que vous nous fassiez un état des lieux de ce que vous observez, de ce qu'on vous dit et de ce quotidien que vous vivez. Je vous laisse vous présenter. David Saint-Vincent, je suis coordonnateur au CHU de Rouen et au service d'addictologie du CHU de Rouen, donc addictologue depuis une vingtaine d'années. Administrateur de la Fédération Addiction qui représente à peu près 80% du secteur médico-social en France qui travaille sur l'addictologie. Et pourquoi je suis content d'être là ? Parce que la vape est un sujet important. Il fut un temps où j'ai été directeur d'association, on avait lancé une recherche sur l'accompagnement à la réduction des risques au tabac au moyen de la vape chez les usagers de certains établissements. Une recherche qui est toujours en cours, donc voilà. Enfin, c'est un sujet qui m'a intéressé assez tôt et que je trouve extrêmement intéressant pour aider les gens à arrêter de fumer. Et les jeunes plus particulièrement ? Alors ça, on va peut-être déployer ça après. Les jeunes plus particulièrement, faut-il démontrer qu'ils soient dépendants au tabac? Peut-être qu'ils sont juste dans une première expérimentation. Là, c'est le psy que j'étais il y a très longtemps dans les consultations jeunes consommateurs, où je suis ravi que maintenant on prenne en compte le tabac. On n'a pas encore trop le sujet vape qui vient. Mais là, faut pas me brancher là-dessus, sinon vous ne m'arrêtez plus. Ok, non, j'ai compris. Ok, non, mais c'est pour tester, Super. Jérémy. Oui, bonjour tout le monde. Jérémy Saurin. Je suis ingénieur de recherche en G-Sciences. Donc ça fait 12 ans que je travaille dans la filière à l'étude de la vape. D'abord l'étude technique, donc le phénomène de vaporisation plus particulièrement. Tout l'aspect physico-chimique qui se passe quand on va utiliser la cigarette électronique. Et puis plus récemment sur des problématiques plus liées aux usages de différents publics, de la vape, la finalité de la consommation, c'est ça qui m'intéresse. Et puis en fil rouge, depuis plusieurs années maintenant, j'ai dans l'idée d'essayer en tout cas de mobiliser les connaissances que j'ai pu acquérir pour optimiser la pratique et continuer à la faire progresser dans sa raison d'être qui est l'arrêt du tabac. Voilà. Et les usages des jeunes, ça vous l'observez aussi? Les usages des jeunes, je l'observe indirectement, parce que à la différence de mes co-intervenants, j'ai pas forcément de contact direct avec le public, je l'observe au travers d'études. Ouais. Et j'essaye de conceptualiser, d'essayer de poser des concepts sur les différents aspects de la vape. Et j'essaye surtout de les transférer aux personnes qui sont en contact après des jeunes pour les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, comment on peut en parler, voilà. Parfait. Et enfin, Charlie Perrault avec nous. Je te laisse te représenter. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Donc, je suis le secrétaire général de la FIVAP et cofondateur de VDLV. Je suis là en particulier aujourd'hui pour effectivement discuter avec mes partenaires sur l'observatoire à l'égard et des questions scientifiques et aussi de la jeunesse. Et je suis aussi là pour écouter beaucoup cette conférence et interagir sur ce que peuvent faire les professionnels du vapotage pour ajuster le tir, corriger le tir, remettre en phase ce qui est nécessaire pour qu'on ne confonde pas l'outil de la récréation. Voilà. Super, bienvenue à tous les 4 et on commence avec vous, Alice, vape, tabac, jeunesse, état de la science sur le vapotage. Je vous écoute, vous avez 2 heures.
Non, ce serait trop. Non, moi déjà, je peux vous parler de ma pratique, en fait, des gens que je rencontre. Donc, je pense qu'il y a, c'est pas, je pense qu'il y a à peu près, il y a à peu près 4 types de personnes que je rencontre. Soit ce qu'on appelle des vapofumeurs, donc des personnes qui viennent me voir parce qu'ils veulent arrêter définitivement de fumer et malgré la vape, ils n'ont pas réussi et donc ils veulent vraiment couper. Des personnes qui ne veulent pas essayer la vape parce qu'ils ont entendu des choses dessus et qu'ils ont peur et qui se disent que c'est plus dangereux que la cigarette, et ou des personnes qui ont vraiment envie de tout couper et de plus du tout avoir de gestes, en fait vraiment de couper tout outil, que ce soit cigarette ou vape. Des personnes qui ont essayé pour qui ça n'a pas marché et qui donc ont envie de passer à autre chose, voilà, tester autre chose, et puis des personnes qui viennent me voir parce qu'ils veulent arrêter la vape. Et moi, mon positionnement par rapport à la vape, en fait, je suis très contente du rapport de l'ANSES qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, parce que c'est tout à fait ma ligne de ma prise de parole sur le sujet. C'est que, oui, évidemment, c'est un outil de réduction de risque parce qu'il n'y a pas de combustion. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus depuis pas mal de temps. La chance qu'on a en France, c'est qu'il y a quand même des produits de qualité. On a une norme AFNOR, ou des normes AFNOR même, qui permettent de se sourcer vers des liquides de qualité et qui limitent les risques pour la santé. Ce que je remarque aussi, c'est que c'est un super outil de transition. C'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup de personnes, des fumeurs qui sont bloqués depuis des mois, des années, qui veulent arrêter de fumer, qui n'y arrivent pas et qui ne croient plus du tout en eux. Et en fait, le fait d'essayer la vape fait qu'ils passent à l'action. Et voilà, et en fait, ça leur donne confiance en eux, dans leur capacité à y arriver. Ils voient un peu la lumière au bout du tunnel. Et donc, bah voilà, on sait que la motivation vient dans l'action. Donc, c'est vraiment un outil hyper utile à ce niveau-là. Pour autant, ce n'est pas un outil universel. Je ne vais pas le recommander à tout le monde. Moi, les personnes qui ne veulent pas utiliser la vape, forcément, je vais faire un peu d'éducation. Je vais leur rappeler les informations, les vraies, pour leur dire que bah non, la cigarette est plus dangereuse que la cigarette électronique, etc. Et après, si vraiment ils ne veulent pas, bah, ils ne veulent pas. Et je construis une stratégie avec eux sur mesure, parce que c'est très, très important qu'ils soient OK avec la stratégie qui est faite. Que vous dire d'autre ? Donc voilà, et quand j'ai des fumeurs qui veulent arrêter, qui sont OK pour arrêter avec la vape parce que c'est un outil qui est adapté, généralement, toujours dans la lignée du rapport de l'ANSES, je fais attention à ce que la vape ne prenne pas trop de place, parce qu'après, je vois des personnes qui n'arrivent pas à arrêter la vape. Donc, je prends des substituts nicotiniques en même temps. Comme ça permet vraiment d'avoir la bonne place de vape, exactement celle qu'ils veulent, et puis après, en fonction, on ajuste et on guide le sevrage. Voilà. Donc ça, c'est le côté fumeur. Mais après, j'ai aussi le côté intervention en collège. Et donc, ce que je remarque dans les collèges, et qui est très très intéressant et qui est quasi systématique maintenant, c'est que la cigarette est complètement ringarde. C'est vraiment un produit has-been. Je sens que les jeunes n'ont pas envie d'aller fumer, et d'ailleurs, les chiffres le confirment, ils fument de moins en moins. Pour autant, clairement, il y a de la vape qui est là, donc on sait que les chiffres sont bien meilleurs. Il y a une chute de la consommation de tabac, donc on peut dire que c'est lié à la vape. Évidemment, moi, je pense aussi que c'est lié à d'autres choses. C'est aussi lié à la dénormalisation qu'il y a sur la cigarette depuis des années. Le fait qu'il y ait les paquets neutres. Je pense que les paquets neutres ont été très utiles. Et cette nouvelle génération qui arrive, même s'il y a toujours des échos du Cowboy Marlboro ou des choses comme ça, ça devient quand même un produit de plus en plus neutre, avec que des attributs négatifs. Mais aussi, et je terminerai là-dessus, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même vape et vape, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui vont aller vapoter des produits qui sont destinés à eux, enfin avec des designs hyper marqués, avec des compositions très chargées en nicotine. Et d'ailleurs, ils le disent, que parfois, quand ils vapent, ça leur donne des envies, comme des cravings, des envies irrépressibles d'en avoir plus. Et donc ça, c'est problématique. Et donc, on parle beaucoup de l'effet passerelle de la vape vers la cigarette. Moi, mon sujet, il n'est pas tant... Parce que d'abord, pour l'instant, il n'y a rien qui me dit ça. Mais mon sujet, c'est plutôt l'entrée dans la nicotine. Et là, pour l'instant, la problématique, c'est que la nicotine sur un cerveau de jeune, c'est pas neutre. Et donc, il faudrait à tout prix encadrer ça plus pour s'assurer que, les designs ne sont pas faits pour eux, que la composition est contrôlée pour ne pas avoir des shoots de nicotine énormes, et ensuite encadrer la mise à disposition, qu'ils ne puissent pas s'en fournir aussi facilement. Donc, je termine pour conclure. En gros, c'est la vape, super outil pour les fumeurs, mais vigilance pour les jeunes, avec un besoin d'encadrement plus strict, parce que ça peut porter préjudice à toute la filiale. Bon, je crois que vous avez bien lancé le sujet, et donc tout de suite des réactions. Charlie, pour commencer. C'est très intéressant, merci beaucoup Alice. Surtout qu'en plus, il y a des pièges dans la présentation des produits. Et je voudrais en citer un qui est essentiel,
c'est que, alors que, après la directive sur les produits du tabac et notamment l'intégration du vapotage, il a été clair pour tout le monde que les taux de nicotine étaient délivrés en milligrammes par millilitre. On avait des liquides de 0 à 21 mg par millilitre. Et il y a eu des stratégies que je dénonce complètement, qui sont des stratégies qui ont voulu remettre le pourcentage qui divise par 10 la valeur. En fait, il faut rappeler que 2% de nicotine, c'est 20 mg par millilitre. Donc quand vous avez un acteur qui propose de faire un e-liquide à 2% et que des parents, potentiellement vapoteurs, apprennent que leur enfant dit « Oh, ben, en fait, il est sur du 2, c'est pas grand-chose », alors qu'en fait, il est sur du 20, c'est-à-dire 10 fois plus, c'est un accident commercial. Pour moi, là, il y a eu un raté. On a laissé la confusion s'installer. On a essayé, nous, à la FIVAP, de dire non, 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 une concentration d'un principe actif, c'est en milligrammes par millilitre, c'est clair pour tout le monde, c'est la règle. Venir avec du pourcentage qui était un héritage des États-Unis qui avaient mis ça dans leur expression de concentration, eh bien, ils se sont servis de ça pour faire baisser virtuellement le taux de nicotine. Et ça, je le déplore et j'appelle aujourd'hui clairement à ce que l'ensemble des fabricants mettent le 20 mg par millilitre, si c'est le cas, en gros, et éventuellement 2% en dessous, si c'est nécessaire, pour rappeler qu'il y a une règle de concordance. Voilà, c'est juste cette petite précision que je voulais apporter sur ça. Mais c'est devenu un piège et effectivement, ça fait confondre les choses. David. Oui, il y a encore d'autres pièges. C'est un peu moins en France que dans les autres pays européens. C'est de dire qu'un truc est sans nicotine alors qu'il y a de la cis-méthylnicotine dedans et que du coup c'est encore plus addictif. Et là, on a un vrai souci là, de santé publique avec cette histoire-là parce que techniquement, c'est pas vraiment de la nicotine vu que c'est un radical rajouté qui fait que voilà, ça renforce la puissance. Et du coup, on peut se permettre d'avoir une allégation zéro nicotine. Enfin, on arrive à des dérives qui sont des fois très inquiétantes. Alors, de toute façon, j'ai envie de dire, ça c'est depuis que je m'intéresse à la vape, cette question-là, mais je pense qu'on peut le partager dès lors qu'on sort un outil, les dérives naturellement vont avoir lieu. Hein. Je travaille en addictologie, donc on sait très bien que de fait, quand bien même une réglementation serait extrêmement efficace, plus vous augmentez le nombre de personnes touchées, il y a une proportion non négligeable qui va devenir dépendante à cet objet. Enfin, quand il y a, là en l'occurrence la nicotine, mais quelle que soit la drogue, on va dire, aussi bien régulée soit-elle, finalement, il y a une partie qui aura des troubles de l'usage, qui présentera des troubles de l'usage. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là. Enfin, en tout cas, la position de la Fédération Addiction est assez claire. C'est-à-dire qu'une société sans drogue n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera probablement jamais. Vouloir lutter contre les drogues en soi est inefficace uniquement sur le plan du pénal. Il y a également une démarche soignante à réaliser parce qu'il y a des personnes qui ont des troubles de l'usage, ils n'ont pas choisi de devenir dépendants, il s'agit de leur permettre d'avoir des portes de sortie. Pour moi, la vape peut être un arsenal dans ces portes de sortie. Bien sûr, comme on le voit pour, par exemple, des réglementations sur le cannabis, je pense au Canada, dont on a eu des résultats là, encore il y a peu, avec un résultat extrêmement intéressant sur les jeunes. Justement, ces régulations-là rigoureuses qui permettent d'éviter de la publicité, l'attractivité pour les jeunes avec un côté sexy, parce qu'on rentre dans un magasin d'État, en fait, il n'y a rien d'intéressant quand on va chercher son cannabis et il n'y a pas de publicité qui est faite. Eh ben, on a une réduction de la consommation de cannabis chez les jeunes, ce qui permet à ceux qui veulent consommer du cannabis alors qu'ils ont l'âge de prendre des décisions, le sens des responsabilités et un cerveau suffisamment mature pour avoir quelques facteurs de protection supplémentaires par rapport à la dépendance, ça leur permet quand même d'acheter un cannabis et d'en contrôler les effets. Enfin, voilà. Si je prends cet exemple-là, c'est que vraiment pour dire que on n'aura pas, je crois, pas autour de cette table un propos en disant la vape c'est nul ou la vape c'est génial. Voilà, c'est pas un produit miracle, pas plus que c'est le diable incarné. La nicotine en soi, moi j'ai pas de propos à avoir en tant que soignant sur la nicotine. Les gens qui sont dépendants, je suis là pour les aider. Évidemment, souscrire à l'entrée dans une dépendance, moi me pose problème sur le plan éthique et en termes de santé publique. Voilà. Et donc il y a des régulations qui existent. C'est celle dont tu parlais, qui me paraissent extrêmement intéressantes et vraiment une discipline collective qu'il faut avoir pour être extrêmement attentif à ce que on protège les plus vulnérables, les jeunes faisant partie de ces publics vulnérables, mais c'est pas le seul, et pour pouvoir aider à ce qu'ils ne soient pas les victimes de logique de marché
sur lequel certains pourraient avoir l'intention de se faire de l'argent sur leur dos, quoi. Alors Jérémy, Oui, vous qui beaucoup de observez aussi, est-ce qu'il y a cette discipline collective? Est-ce que les jeunes sont victimes parfois de certains abus, entre guillemets, de ce marché? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Du coup. Ouais. Je voulais revenir un petit peu en arrière sur ce que disait notamment Alice. Dans le micro. Alice, excuse-moi. Parle bien dans le micro. Pardon, je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Encore plus près. Pardon. Je pense qu'il faut, quand on regarde l'utilisation de la vape chez les jeunes, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de l'expérimentation. Donc, avez-vous déjà utilisé au moins une fois dans votre vie, par le passé ou actuellement, la vape, de ce qui est de l'usage quotidien? Est-ce que vous utilisez ça tous les jours, de façon régulière, depuis un certain nombre de mois ou voire d'années? La limite, positionner une limite claire, c'est pas si facile que ça d'un comportement addictif. On est dans la dépendance, on est dans à partir de quel moment on passe de l'expérimentation à une forme de dépendance, par exemple? C'est pas si facile que ça, je pense, David. Quand on regarde quelques chiffres sur l'expérimentation de la vape chez le public mineur, donc on prend les jeunes de 17 ans par exemple, il est en progression depuis quelques années. Aujourd'hui, on arrive à peu près à 6 jeunes sur 10 de 17 ans qui ont déjà une expérience avec la vape, qui ont déjà essayé la vape, expérimenté. Le tabac, à l'inverse, est en forte régression sur ce même public. Donc l'expérimentation du tabac recule. Alors, il ne faut pas tomber dans la facilité qui serait d'établir un lien de causalité directe entre ces deux observations. Ce n'est pas parce qu'on expérimente plus la vape que le tabac diminue. On peut postuler que c'est un facteur qui joue dans cette observation. Il y en a sûrement d'autres. La perte de l'aspect sociabilisant, par exemple, du tabac chez les jeunes, ce genre de choses. La dénormalisation dont tu parlais tout à l'heure. Moi, ce qui m'a intéressé là pour préparer, j'ai regardé quelques chiffres, c'est la conversion finalement entre l'expérimentation et l'usage quotidien. Et en fait, elle est beaucoup moins forte dans la vape que dans le tabac. C'est-à-dire que, je l'ai dit juste avant, il y a 6 jeunes sur 10 qui ont expérimenté la vape. Et pourtant, il n'y a que 6 à 7% de ces jeunes de 17 ans qui l'ont inscrit dans leur consommation quotidienne. Donc c'est une première chose. Le tabac, le rapport est beaucoup plus élevé. Donc on peut penser, ça laisse supposer en tout cas que l'aspect addictogène, on dit, du produit est moins fort dans la vape. Autre chose que j'ai regardé, c'est de prendre les jeunes de 17 ans sur les 5 dernières années et puis de regarder l'année d'après, après cette période de 5 ans, la tranche d'âge 18-24 ans. Parce qu'en fait, que deviennent ces jeunes de 17 ans qui ont expérimenté le tabac, la vape, quand ils vieillissent, quand ils deviennent adultes? Et en fait, c'est la même tendance que j'observe, c'est-à-dire qu'ils fument moins, ils ont beaucoup expérimenté la vape, ils expérimentent de moins en moins le tabac, et ils ancrent, en tout cas la proportion de cette tranche d'âge qui a un usage quotidien reste relativement faible pour la vape et se maintient autour de 20% sur l'usage du tabac, ce qui est aussi en recul. Alors, quand je dis ça, tout va bien du coup, il n'y a aucun problème en fait, parce que pas du tout. Pas du tout. Je dis ça surtout parce que pour moi, le problème du vapotage chez les jeunes, il n'est pas vraiment épidémiologique, il n'est pas vraiment dans la création d'une dépendance. Je mets de côté un petit peu peut-être l'initiation à la nicotine. J'ai pas trouvé de chiffres sur est-ce que les jeunes ils expérimentent avec ou sans nicotine. Ils sont incapables de le dire eux-mêmes dans les enquêtes. Exactement. Donc on n'a pas vraiment de... Ils sont incapables de dire? C'est ce que tu dis? Les enquêtes qui ont été faites par l'OFDT, l'Observatoire oui, français des drogues et des tendances addictives, indiquent clairement que les jeunes sont incapables de dire les jeunes eux-mêmes s'ils vapotent nicotinés ou pas. Okay. Ce qui est un problème en soi déjà. Tout à fait. Alors le problème. Tout à fait. Et j'arrive à ma conclusion du coup. Donc il n'y a pas de problème pour moi épidémiologique avéré. Il n'y a pas non plus de problème toxicologique parce que s'il y a un potentiel effet de concurrence entre la vape et le tabac, il vaut mieux une expérimentation de la nicotine sur quelqu'un qui va de toute façon expérimenter la nicotine avec la vape qu'avec le tabac parce qu'il a moins de chances en fait d'inscrire ça dans un comportement addictif et en plus de ça il s'expose à des risques toxicologiques et ça pour le coup c'est avéré qui sont moindres. Non, le vrai problème il est plutôt politique pour moi. Il réside dans l'image que renvoie notre filière professionnelle, la pratique de la vape aux décideurs politiques, à l'opinion publique, à de potentiels usagers. Enfin, je veux dire, dans mon entourage, j'ai encore des fumeurs qui me disent mais la vape, c'est pire que le tabac, en fait. Bon, ça, c'est dramatique pour la pratique, c'est dramatique pour la filière professionnelle. Et du coup, c'est pas parce qu'il n'y a pas
d'énormes risques épidémiologiques ou toxicologiques qu'il ne faut pas prêter attention à ne pas adresser nos produits aux jeunes. Notre raison d'être, la raison d'être de la vape, c'est de permettre à des fumeurs d'arrêter de fumer. C'est tout. Et il n'y a pas à chercher de potentiel développement de marché ailleurs que là-dedans, en fait. Et ça, j'ai l'impression que ces dernières années, on a tendance à l'oublier un petit peu. Ouais. Je me permets, Marc. Ce que tu disais était important, c'est-à-dire l'image renvoyée par l'industrie de la vape, elle est extrêmement importante. Et je pense notamment à quelque chose qui fait beaucoup de mal des fois, c'est les personnes qui biberonnent. Enfin, voilà. Typiquement, pour moi, c'est le gars qui a une pompe à jus à 3 mg ou 6 mg, alors qu'il fumait 15 clopes par jour avant. Donc là, on ne va pas s'étonner qu'il biberonne. Et ce qu'on renvoie, du coup, l'image qui est renvoyée par les consommateurs eux-mêmes à d'autres consommateurs, c'est « Ah non, je ne veux pas passer à la vape, je vais être tout le temps dessus. » Voilà. Alors, pour ma part, avec notamment la vape du cœur, on fait des formations des professionnels de santé pour leur dire « Attention, c'est un mauvais dosage, c'est une mauvaise utilisation de l'outil. Vous avez été mal conseillé par votre shop. » Donc, on va reprendre ça. Heureusement, tous les shops ne sont pas comme ça, mais on voit très bien derrière qu'il y a un intérêt financier à vendre une pompe à jus qui est absolument inutile sur le plan du sevrage tabagique, mais par contre qui est hyper consommatrice en liquide, en résistance, et puis en plus est consommée à des wattages qui sont souvent, là pour le coup... Au-delà du réel. Voilà, et en plus, moins réduction des risques qu'il ne serait à 15 watts. Donc, en fait, voilà, c'est aussi cette responsabilité qu'ont les acteurs, à un moment donné, d'être attentifs à avoir des pratiques vraiment qui soient un peu responsables. Voilà. En tout cas, nous, on le voit auprès des personnes qui sont concernées. Mais je laisse la parole aux autres. Alice. Je confirme que moi, je vois la plupart des personnes qui ont peur de passer à la vape, c'est justement parce qu'ils ont peur de biberonner toute la journée. Donc biberonner, c'est être accroché dessus. Hein. Voilà. Et ce qui arrive très très vite, en effet, quand on est sous-dosé ou quand on n'a pas la bonne dose de nicotine, quoi. En fait, on brasse de l'air à vouloir du nuage, alors que ce qui est attendu quand on est fumeur, c'est la nicotine. Ouais. Mais posons-nous la question de ce nuage amusant pour des jeunes qui ringardisent la cigarette. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a cette alternative que c'est vrai que la vape pourrait passer pour une voiture à pédales, alors que la cigarette, c'est une Ferrari sans permis. Donc, on pourrait tous se dire, là, surtout ici, il y a des professionnels du secteur, de se dire, c'est quand même moins dangereux, ils s'amusent avec ça, et puis après, ils seront ou pas des vapoteurs, mais en fait... Comme le disait Jérémy, et je reviens là-dessus aussi, c'est qu'est-ce qu'on envoie comme image quand des politiques essayent de comprendre ce qui se passe, dont en plus ils ont à gérer l'impact généré par les réseaux sociaux, qui rendent, je parle des circuits de distribution alternatifs, qui rendent toujours plus fun ce que toi tu t'obliges à faire de manière un peu plus stricte. Donc ça crée un paradoxe dans nos économies ici, où on doit définir des stratégies d'entreprise pour faire vivre notre système basé sur une idée qui nous semble noble, alors que ce paradoxe, cette schizophrénie, c'est de se dire, est-ce que je dois faire des choses qui quand même attirent les autres, ou est-ce que je dois faire des produits qui sont sages ? Quand ils sont sages, ils ne sont plus vendus. Et moi, j'ai été surpris, encore l'été dernier, pendant mes vacances, de voir, et j'espère qu'elle le prendra pas mal, c'est pas un cliché, Madame Michu, 55 ans, avec un modèle qui est destiné... par ceux qui le dessinent pour les jeunes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on disait que la vape ringardise la cigarette, mais les nouveaux modèles de cigarettes ringardisent la vape outil d'autrefois. Donc en fait, on est en train de ringardiser un outil qui n'a pas encore réussi à se définir comme un outil performant pour la santé publique. Donc en fait, en gros, c'est comme si le médicament devenait ultra sexy parce qu'il était fun à prendre. Et là, il y a un vrai travail à refaire pour que l'appareil politique se saisisse du sujet, fasse la part des choses, encadre cette discipline. Et alors là, peut-être que je fais une demande un peu forte, mais ait la main un peu sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour arrêter de venir plafonner systématiquement la filière qui est accessible parce que c'est une vitrine officielle, alors que le travail qui est fait dans les réseaux sociaux et la distribution, il est impalpable, avec des ventes de produits au noir, etc. Donc en gros, je comprends que pour l'État ce soit compliqué, mais quand un sujet est compliqué pour l'État, la première chose à faire, c'est créer le dialogue avec ceux qui font cette activité de manière à clarifier la compréhension des sujets et à ensuite définir des stratégies. C'est pour ça qu'on vote pour eux. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'on voit que les associations de défense
enfin le Comité national contre le tabagisme, Contre-Feu et tout ça, sont vent debout contre la vape. À croire d'ailleurs parfois que, enfin voilà, ils sont du mauvais côté, mais en fait ils se saisissent de toutes ces, justement, de ces communications-là qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont à destination des jeunes. Et en fait, ce serait pour le meilleur en fait de contrôler tout ça, parce que ça permettrait justement à eux de calmer un petit peu leurs revendications et de pouvoir faire avancer la cause. Oui, sans oublier qu'ils ont un autre travail à faire sur la cigarette qui est toujours présente aussi, mais tout à fait. Et dans le même sens, pour rebondir sur la question de l'image qu'on renvoie en tant que filière professionnelle, il y a un autre paramètre qui pour moi est très problématique, c'est le nombre de vapofumeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oublie qu'un vapoteur sur 2 fume toujours, en fait, donc est fumeur. Et pour un outil qu'on pense tous, enfin, sur lequel on est tous d'accord pour dire que c'est une révolution une révolution peut-être pas, mais en tout cas, ça a un fort potentiel dans adresser la dépendance au tabac. Comment ça se fait qu'il y ait plus d'un consommateur sur 2 qui soit toujours fumeur? Donc ça questionne la pratique professionnelle actuelle. Et j'ai entendu Jean ce matin Jean Moiroux sur la question de la réglementation, la conférence, qui disait un truc très vrai qui est applicable à notre sujet aujourd'hui, c'est la question de la proactivité. Il faut pas être passif en fait, il faut pas rester dans une posture passive de dire bon ben moi je vais me laisser en retrait, de toute façon c'est pas moi qui décide, c'est l'Europe, il y a la TPD, etc. C'est pas parce qu'il y a des paramètres qu'on maîtrise pas qu'en tant que filière professionnelle c'est une raison pour ne pas créer des outils pour encore rendre la vape encore plus performante, créer des outils de surveillance pour éviter que les jeunes s'emparent de ça. Donc là, je rejoins Charlie. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me donne toujours l'envie de continuer à travailler dans cette filière, en tout cas, le développement de tels outils, quoi. Questions dans le public. Si vous avez des questions, des remarques, je viens les prendre. Bonjour, Anne, boulevard de la Vape à Roubaix. Je voulais vous demander si du coup, à terme, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme pour la cigarette, avoir un packaging neutre? Ou est-ce que, à votre avis, ça sert absolument à rien? Alors, c'est une bonne question. Dire ça en plein milieu du salon, c'est très audacieux. Bravo. Je vais amorcer. Hein. Vas-y, je t'en prie. Le paquet neutre, ça a 2 effets. Le premier, c'est que ça explique que c'est le même problème que le tabac immédiatement. Donc déjà, on est en train de dire paquet neutre sous-entendrait tout le monde la même couleur, un seul blanc ou vert ou n'importe quoi. Et là, à ce moment-là, ça a 2 effets. C'est que ça nous assimile au produit du tabac. Et deuxièmement, ça vient casser l'effet motivant, ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité d'une solution à la disposition de ceux qui veulent Et en plus, et là je vais le dire en tant que représentant des fabricants, imaginez ce stand monochrome, plein d'études amnésiques, comme disaient les inconnus à l'époque. Franchement, c'est une discipline qui a encore besoin de se renforcer face à ce qui a été dit tout à l'heure, pour aller expliquer à l'Europe l'intérêt que peut apporter cette innovation de rupture. Donc en gros, ça aurait un effet plutôt, on n'est déjà pas très bien vu, si en plus on est tous de la même couleur et qu'en plus on nous met sous le tapis, ça sera dur de faire mettre en avant cette innovation. Merci. Je vais donner un peu l'avis de la Fédération Addiction. On n'est pas forcément contre un paquet neutre tant qu'on ne touche pas à l'objet. Voilà. Donc au final, ça ne change pas grand-chose en réalité. Je suis d'accord avec ce que tu dis. L'importance d'avoir un objet qui nous convienne, avoir un bel objet. J'irais même plus loin. L'importance d'avoir des arômes qui nous conviennent, fussent-ils sucrés, etc. Mais bien sûr, si possible, avec des ingrédients qui soient les plus responsables, enfin élaborés de façon responsable, ayant le moins d'impact sur la santé, avec des études régulières sur leur impact. Mais si vous réduisez les arômes, vous augmentez le mésusage et il y a toute une partie de fumeurs qui ne vont pas passer à la vape parce qu'ils n'auront pas d'arômes qui leur conviennent. Donc il faut toujours faire une balance bénéfice-risque plutôt que de se dire à chaque fois c'est le bien, c'est le mal, etc. Donc oui, bien sûr, le paquet neutre, enfin, je suis tout à fait pour qu'il y ait le minimum de publicité sur la voie publique. Malheureusement, j'en vois encore régulièrement des shops, bim, pour 4 boosters achetés, 2 offerts. What? Enfin, de qui se moque-t-on? Enfin, voilà. Et il en suffit d'un
en centre-ville de Rouen, voilà, je ne vais pas le nommer, mais et c'est pas celui chez qui je vais, je vous rassure, mais clairement, en centre-ville de Rouen, il suffit d'un marlou comme ça pour ternir l'image de tout le secteur. Enfin, voilà. Donc il faut être extrêmement attentif. Mais donc, je veux dire, le minimum de publicité, mais pour que derrière la personne soit conseillée, un objet qui lui plaise, et derrière un truc quand même qui reste sexy, parce que l'idée d'avoir un objet sexy, c'est que ça, en soi, ça aide précisément. Voilà. Et je voudrais quand même préciser, par contre, oui, à éviter tout ce qui attire le jeune public. Enfin, là, ça rejoint la question politique de l'appareil. Je vois sur ce salon des choses qui me font mal quand je vois l'énergie qu'on essaye de défendre, pour défendre notre filière, la montrer la plus sérieuse possible et observer ce que je vois sur des salons, et y compris ici. Donc oui, ça, je suis d'accord pour que ça soit ressenti. Maintenant, c'est très dur, parce que dire ça, est-ce que ça attire les jeunes ou ça attire pas les jeunes? On entendait tout à l'heure parler du Cowboy Marlboro. Je voudrais revenir là-dessus. Ça fait bien longtemps que les jeunes ne savent pas qui est John Wayne et que le Cowboy Marlboro, ils ne savent pas. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui les intéresse. Les jeunes sont très attirés par ce qui est plutôt asiatique. Donc, en gros, cette pertinence, pour moi, triste pertinence d'aller chercher toujours plus jeunes, et il y en a tout près d'ici, ça me désole. Voilà, Moi, je rebondis, Charlie. Peut-être que le cow-boy n'existe plus, mais il y avait une étude qui avait été faite il n'y a pas longtemps, et il y a encore beaucoup de jeunes qui connaissent le camel, le chameau, enfin le dromadaire en l'occurrence. Et donc en fait, ils ont encore cette image du dromadaire camel qui est restée encore ancrée dans les consciences. Les jeunes d'aujourd'hui? Ouais. Enfin, d'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être d'il y a 5 ans. Oui, mais justement, les jeunes d'aujourd'hui, si on dit « je vous interdis de mettre un chapeau de cow-boy », ils vont dire super, ça tombe bien parce que j'ai des mangas sous le coude et j'ai même des personnages qui sont même. Moi, je commence à parler de mangas, je suis déjà has-been pour les jeunes. Vous voyez, c'est pas. Donc, il y a une telle. En plus, avec l'IA aujourd'hui, ça va partir dans tous les sens en termes de représentativité. Il y aura forcément des pépites qui vont devenir des idoles des jeunes. Il faut absolument éviter d'être là-dessus pour que l'appareil politique continue de donner la chance à ce que le produit se développe sur ce pourquoi il a été programmé. Et on pourrait très bien imaginer, appliquer une sorte de loi E20 pour le tabac, pour l'alcool, avant que ça soit négocié à la baisse. Il y avait vraiment des critères qui étaient très stricts, où on devait montrer juste les ingrédients, juste parler de la saveur et du machin. On pourrait très bien imaginer ça et mettre des règles strictes, en fait. Oui. Si l'appareil politique est prêt à nous écouter, encore une fois, on peut construire ensemble. Moi, je pense que l'enjeu qu'il y a derrière tout ça pour nous, la filière, c'est justement de dépasser le statut produit. Parce qu'en fait, réglementairement, on est un produit du tabac. Mais du coup, pour se détacher de ça, il faut, et j'y reviens, c'est un peu mon leitmotiv, il faut dépasser l'aspect produit. Charlie vient de le dire, c'est les produits. Est-ce que sur le produit, on met un étiquetage neutre, on gomme le marketing sur le produit ou pas? La FIVAP, quand ils vont défendre politiquement la filière, ils parlent beaucoup moins de produits que de la pratique de la vape. Et ça, il y a une dissonance entre cette position-là, la pratique de la vape qui est en opposition au tabac, qui peut permettre d'arrêter de fumer. Et là, la filière, nous, les fabricants de liquide, ils fabriquent un produit aujourd'hui. Les distributeurs, ils distribuent un produit. Comment on fait pour dépasser ce statut de produit et vendre une pratique, ou en tout cas proposer une pratique? C'est de l'accompagnement, c'est du discours, c'est des compétences, c'est un suivi des gens, etc. C'est vrai que Decathlon ne fait pas que mettre des baskets, il montre des gens faire du sport. D'autres questions? D'autres questions pour nos amis? Moi j'ai une question, alors peut-être que c'est une énorme bêtise, mais j'ai lu que la science s'inquiétait des effets de la nicotine sur le développement des cerveaux des adolescents. Vous avez entendu ça? C'est une grosse connerie. Non. Okay. D'une façon générale, consommer une drogue avant que le cerveau ne soit mature, c'est créer des vulnérabilités supplémentaires parce que le cerveau va s'organiser avec un circuit récompense qui est alimenté par une drogue. La nicotine est un principe psychoactif, donc on peut la rapprocher d'une drogue. Parce que je sais qu'on a une espèce de terminologie bizarre en France qui fait qu'on dit l'alcool et les drogues. Enfin, je ne comprends pas. Voilà. L'alcool est une drogue, la nicotine, les produits nicotinés sont des drogues. Voilà. Donc en fait, juste dire que quand on vend de la nicotine, on réalise le rêve de tout vendeur. On vend un objet
dont la personne est dépendante. Voilà. Donc, faut que vous soyez conscient de ça. Hein, tabac ou quelle que soit la forme de nicotine. Voilà. Alors le tabac, en plus, ça tue et maintenant on sait à quel point ça tue. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ce rêve-là réalisé, c'est-à-dire qu'on a un public captif, il suppose du coup de grandes responsabilités. Voilà. Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Et ben, c'est un peu ça. Donc je pense qu'il faut vraiment être très conscient de ça, et c'est le cas pour voilà. De mon point de vue, si j'ai mis mon bulletin de vote dimanche dernier, alors c'est pas du tout les bonnes, c'est pas du tout les bonnes élections, mais c'est dans cet esprit-là. J'ai bien l'intention qu'on me protège et qu'on protège aussi mes enfants, les riverains, et j'en passe et des meilleurs, pour éviter qu'ils deviennent dépendants. Et pour moi, je reste convaincu que la vape est un outil formidable à partir du moment où il est bien utilisé. Si on vend un marteau chez Leroy Merlin, ça sert à planter des clous, ça peut aussi être utilisé pour taper sur la tête du voisin. Hein, voilà. Le tout, c'est qu'on arrive à collectivement, à l'échelle d'une société, à réprimer, ou en tout cas à faire en sorte que cet usage ne rentre pas dans les logiques des uns et des autres. Voilà. Je voudrais apporter une petite précision aussi sur la vente en ligne. Ça a été un sujet... on va dire polémique encore, mais il existe aussi des outils comme Vérifage, qui sont des outils qui permettent de vérifier l'âge légal. Alors, on pourrait dire, ouais, mais il y a toujours moyen de contourner. En tout cas, les solutions technologiques, elles avancent pour ça. Et il serait peut-être temps aussi que les acteurs de la vente en ligne montrent encore une fois, dans un intérêt politique, dans un intérêt de représentativité sérieuse, de montrer qu'on est les acteurs de cette responsabilité. Et ça peut se faire avec des outils qui existent. Et en plus, Vérifage, c'est un outil français. Je ne suis pas payé pour faire la pub, parce que en plus, je ne les connais pas. Mais c'est des boutiques qui m'ont fait remonter cette information, des sites internet qui me disent, moi, j'aimerais bien le faire, mais j'ose pas le faire, parce que si je le fais, les autres ne vont pas le faire. Donc en fait, il y a aussi une question de responsabilité collective. Et ça, je pense que la FIVAP va continuer de pousser de toute façon vers la responsabilité collective. Et s'il y a des acteurs du web qui m'écoutent en ce moment, qu'ils se disent, OK, soyons acteurs maintenant, d'aller faire ensemble des moyens pour améliorer aussi notre image, tout ça pour favoriser les échanges aussi toujours avec les institutions. Merci. Dernière question. Oui, allez, 2 questions. Alors, je commence ici. Une petite question que j'adresse à Alice et David. Que penseriez-vous d'une disposition, réglementaire ou pas, mais qui consisterait à dire que les enfants non accompagnés d'adultes, évidemment, soient carrément interdits d'entrer dans les boutiques de vape? C'est pas déjà le cas? Pas du tout. Donc oui, je suis d'accord. À froid, comme ça, oui, plutôt pour. Enfin, voilà, je vois pas l'intérêt. Ouais, non, vraiment. Parce que de toute façon, on voit déjà la difficulté. C'est-à-dire que, pardon, hein, je vais vous comparer au bureau de tabac, vous n'allez pas apprécier du tout. Mais je veux dire, au départ, les bureaux de tabac ont des logiques de responsabilité très fortes. Interdit de vente aux mineurs, etc. On sait que les premières clopes, les mineurs, se sont les faire filer par le bureau de tabac du coin. On a le même souci aujourd'hui avec les jeux d'argent et de hasard, qui sont un vrai problème. Pareil avec la question d'Internet, maintenant avec les paris sportifs, ce qui fait qu'on a un problème de santé publique aujourd'hui, beaucoup avec les jeux d'argent et de hasard, avec les troubles de usage des jeux d'argent et de hasard. Donc, en fait, moi, je ne réfléchis pas que à la vape, je réfléchis à l'ensemble des objets qu'on a à disposition, jeunes ou moins jeunes. Comment cet accès va favoriser ou non les troubles de l'usage. Voilà. C'est-à-dire que et à quelle attention on porte à réguler les choses de façon responsable. Et la responsabilité, là, je le dis, c'est-à-dire que je vais pas vous donner des cours de morale, quoi, mais c'est juste à un moment donné, qu'est-ce que je veux si ce type-là était mon fils, voilà, qu'est-ce que je fais vis-à-vis de lui, voilà. C'est ça qui me paraît important. Donc, et en l'occurrence, quand on a un mineur, il vient accompagné de ses parents. Et voilà. Et si, pour le coup, les parents prennent leur responsabilité de parents pour dire il lui faut une vape parce qu'il est dépendant, oui, en effet. J'ai travaillé en consultation jeunes consommateurs, la problématique restait la même. Alors, il y a toujours possibilité, parce que, évidemment, il y a le secret professionnel, etc. On est dans un autre cadre, mais les jeunes peuvent venir eux-mêmes. À un moment donné, je leur dis, mais bon, tes parents sont au courant, tu sais que je peux les rencontrer, et tu sais que j'ai rien à leur divulgacher. On va se mettre d'accord
sur ce qu'on va se dire, voilà. Et dans le but d'accompagner leur santé de façon plus large. Voilà. Je pense que cette question-là, vous n'êtes pas des acteurs de santé, mais vous avez des responsabilités en tant que citoyen et en tant qu'adulte, simplement. Voilà. Et je trouve que ce serait quand même dommage que, parce qu'il y a des professionnels d'un côté, ça nous aide à nous décharger de notre responsabilité collective. C'est une très bonne remarque et je voudrais dire que dans la profession, certains nous disent mais c'est très bien ce que tu as dit, mais si c'était ton fils, si c'était ta fille, tu ferais quoi? Bah oui, j'avoue, je ferais autrement. Autre question. À une personne qui n'a pas d'enfant, qui s'occupe du marketing dans une société de vapotage, par exemple. Tu n'as pas d'enfant? Bah non, moi j'ai pas d'enfant, on me demande de faire du marketing, je fais du marketing. Qu'est-ce que tu ferais pour ton petit frère ou ta petite sœur? Et en fait, tu as raison, il faut toucher à l'impact. La responsabilité, ça se construit tout près, en regardant avec notre propre entourage, qu'est-ce qu'on doit faire si on devait protéger. Il faut considérer les clients, il faut considérer finalement le tabagisme français, les problématiques du tabagisme en France, comme si c'était un problème qui nous concernait tous, de manière à agir de manière responsable, de manière individuelle. Et je trouverais judicieux que dans une boîte de vape qui fait des e-liquides, qu'un responsable marketing dise à son patron « Je suis désolé, je ne dessine pas Barbie sur les fioles de e-liquide que tu me demandes de décider. » Ça, ce serait courageux. Vraiment. Alors, moi, j'avais une question. On a parlé de vérifiage pour les sites internet. Il y a aussi en boutique le contrôle de carte d'identité. Mais comment on peut contrôler un marché extérieur, un marché plutôt gris parce qu'on voit beaucoup de mineurs, entre guillemets, qui arrivent à se procurer. Ouais, qui arrivent à s'approvisionner, mais via pas forcément des sites internet ou. Il y a des plateformes d'échange. C'est ça. Tout simplement. Ça, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour la drogue, c'est pareil pour tout un tas de choses. C'est pour ça que je continue à dire, et je suis obligé de le redire, il y a un moment donné où quand on veut créer du dialogue, il faut être deux. Donc, on a besoin de l'effet retour des institutions. Parce que ce phénomène-là, il n'est pas lié qu'à la vape. Il est lié à tout. Il est en particulier à des drogues encore plus violentes, quoi. Donc, je pense qu'ils ne peuvent plus faire la sourde oreille. Il doit y avoir aussi un vrai problème au niveau institutionnel. Comment faire pour... Allez, on arrête WhatsApp, comme ça, il y aura plus de... Ça va pas marcher. Il y en a un autre qui viendra et ça se créera tout le temps. Donc, ils sont dans une spirale compliquée. Et je crois qu'il faut parfois aussi se mettre à la place des institutions. Si vous deviez gérer le pays, vous feriez comment? Sur les questions du numérique, moi, je n'ai pas la compétence d'y répondre, franchement, donc j'y répondrai pas. Mais j'espère qu'il y a dans l'appareil de l'État des gens qui ont ces compétences d'analyser maintenant les flux digitaux qui sont alternatifs pour voir s'il existe des moyens. Mais il reste un élément qui fonctionne à tout ça, c'est la prévention. Et je remercie Alice de faire ce travail qui va dans les collèges aussi, parce qu'il ne faut pas se dire, on ne va quand même pas parler de vape dans les collèges. Bien si, il faut parler de vape dans les collèges, puisque de toute façon, ils en parlent déjà entre eux. Donc ça s'appelle du courage politique, ça veut dire faire confiance aux professionnels de terrain qui savent exactement ce qui se passe sur le terrain. Et là, j'encourage encore une fois, un dialogue vaut mieux que le fameux singe qui se ferme les oreilles, les nez, la bouche et tout là. Merci beaucoup, merci à vous quatre d'avoir été avec nous pour cette conférence.